Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième numéro des experts de la facture. Cette nouvelle série de webinaires que nous avons lancée, depuis maintenant, 1 mois, dédiée à la facturation électronique et aux cas d'usage, aux cas, particuliers. Donc vous commencez, je pense, à être habitués à ce format qu'on essaye, de construire comme étant très pratico-pratique, hein. L'idée étant de vous apporter, une matière très technique, très pratique, des sujets, de la facture électronique, sur un format alors qu'on a un petit peu rallongé puisqu'on avait prévu à la base une demi heure, mais comme ça a débordé sur les 2 premiers numéros, on a rajouté un petit quart d'heure au cas où. Et donc ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagné de Julien, Catanèse, consultant et formateur qui donc m'accompagnera sur l'ensemble de ces experts de la facture. Alors il était absent la dernière fois, ça va mieux, c'est Oui, bon? ça je te remercie beaucoup. Donc C'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Encore désolé pour ça, pour ce loupé. donc ce sera, aussi plus pratique pour suivre le chat parce que la dernière fois j'étais un peu en Ouais, galère pour suivre le chat. j'imagine. Donc là je m'occupe du chat, vous inquiétez pas, il y aura pas de loupé sur les questions. Et on va laisser Julien dérouler la partie, technique qu'il maîtrise, vraiment à la perfection. Avant de démarrer ce live, on en parlait, on redescendait un petit peu le plan de la formation ce matin. Vous allez voir, c'est un sujet, éminemment technique et Julien va nous le partager, avec la pédagogie dont il sait faire preuve. Je m'occupe du chat et Julien, je te laisse démarrer la formation. Super, merci beaucoup. Merci Gilles. Bonjour à tous. Effectivement, on est ensemble ce matin pour parler d'affacturage et de cession de créances. On va détailler les cas d'usage qui sont, comme d'habitude, hein, c'est la même méthode. On prend les spécifications externes et on essaie c'est-à-dire un document technique qui explique la façon dont ça va se passer et on essaie de les décortiquer, pour, vous donner des indications qui soient le plus pratiques possible. Donc un rappel déjà pour poser le cadre. Sur le cadre, juridique et réglementaire de l'affacturage, de quoi on parle? En fait, ce qui est important lorsqu'on parle d'affacturage, c'est que l'affactureur devient propriétaire d'une créance qui lui est cédée. Donc il y a bien une notion de propriété de la créance. Ça peut prendre, différentes, formes, mais le principe, c'est bien celui-là sur le plan juridique et ça permet évidemment en termes de trésorerie, d'améliorer sa trésorerie en cédant des créances avec, 3 supports juridiques possibles, la subrogation conventionnelle, la cession d'AI ou la cession de créances. Donc ça, c'est le cadre juridique. Voilà ce dont on parle, ce matin. Comment ça se traduit dans les cas d'usage qui sont publics, hein, qui sont publiés dans une, norme AFNOR? Ça se traduit par 3 cas d'usage. Les cas numéro 8, numéro 9 et numéro 10. Et c'est ces 3 cas qu'on va détailler ce matin. Donc cas numéro 8, la facture à payer à un tiers déterminé au moment de la facturation. Donc le cas où dès le départ, je sais qu'il va y avoir un facturage et je connais l'affactureur. Le cas numéro 9, qui est un cas un petit peu différent où on a juste un tiers, qui gère la commande, la réception, qui peut gérer aussi la facturation. Mais on va voir ce cas spécifique, je vous en dis pas plus pour l'instant. Et le cas numéro 10, où au moment où on a émis la facture, il n'y avait pas encore d'affactureur, à ce moment-là, donc on n'avait pas l'information quand on a émis la facture de vente. Donc ça fait l'objet de 3 cas différents dans les spécifications externes et ce qu'on va faire, c'est détailler ces 3 cas. Avant cela, une petite précision sur les typologies. Donc on a l'affacturage classique. Avant de rentrer dans le détail, mais simplement pour poser les grands principes en termes de facture électronique. L'affacturage classique, c'est je cède ma créance à un affactureur. Ce qu'il va se passer dans ce cas-là, on y reviendra vraiment dans le détail tout à l'heure, mais c'est que je vais devoir signaler, si je le sais dès le début, que c'est une facture à facturer. Donc j'ai toute une série de codes spécifiques qui sont prévus dans les textes et qui me permettent, dès le départ, si j'ai cette info-là dès le départ, de le mentionner. Donc il y a un bloc, spécifique et il y a des statuts de facture, des codes spécifiques pour la facture qui permettent de le signaler. Il peut y avoir un cas, différent qui est ce qu'on appelle l'affacturage confidentiel. L'affacturage confidentiel, c'est lorsque je vais faire de l'affacturage et que je ne veux pas que mon client soit au courant, de cette opération et donc là, le paiement, va se faire sur le compte du vendeur ouvert chez l'affactureur, ce qui permet cette confidentialité. Donc dans ce cas-là, la problématique que j'ai, c'est que je ne veux pas que mon acheteur soit informé.
Et si je reviens sur le cas précédent, si je pose un de ces codes sur la facture, bah, forcément, il va avoir l'information. Donc ce qui est prévu la norme AFNOR, pardon, c'est qu'il y ait un moyen de faire de l'affacturage sans informer l'acheteur, si on est dans le cadre d'un affacturage confidentiel. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas modifier, pardon, le type de la facture dans le premier bloc, et il y a un statut spécifique, le statut 226, à facturer confidentiel, qui n'est pas transmis à l'acheteur, mais qui permet de suivre et de faire remonter cette information euh, plus haut, enfin sur la partie publique, sur la facturage. Donc ça va suivre le statut, mais l'acheteur n'en aura pas connaissance. Voilà, donc c'est important à préciser, ça permet ça, on ne perd pas la confidentialité avec la réforme de la facture électronique. Le seul point qu'il faudra modifier et qui sera porté à connaissance de l'acheteur, c'est si jamais j'ai mis un compte à payer sur la facture, c'est-à-dire que j'ai indiqué des coordonnées bancaires sur la facture dès le départ, bah, s'il y a un changement de compte, parce qu'entre-temps, je l'ai porté chez le factureur, bah, il faudra modifier ce point-là. Mais ça sera simplement un changement de compte et mon acheteur ne saura pas qu'il y a eu affacturage. Troisième cas qui peut se produire et qui est Julien, décrit. Oui, je ouais, t'en tu prie. vois, en t'écoutant, présenter la slide précédente là sur le la facturage Oui, confidentiel, en fait, je me demande, si donc imagine je fais de la facturage confidentiel, oui. et en fait, j'émets la facture normalement, sans préciser ce statut, 226, j'ai du mal à voir s'il y a si ça a des conséquences particulières, en fait. J'ai du mal à voir l'intérêt de ce statut, finalement. Ce statut, sur la facturage confidentiel, bah, Ouais, en fait, il va alors, j'ai pas précisé à un moment, mais c'est là, ce qu'on fait, c'est faire de la pédagogie les spécifications externes. Tout n'est pas clair, décrit et expliqué de façon pratique à ce stade-là. Là, ce que je comprends moi, c'est que ce statut, il va permettre de le suivre du point de vue, centralisateur de données, donc du côté du portail public de formation. C'est ce que j'imagine là, avec ce mmh. statut-là. Mmh. OK. Mais vu qu'il part pas chez l'acheteur, c'est le seul endroit où ça pourrait servir, en fait, Ouais, suivre le fait de ce côté-là, ouais. OK. Et parce qu'effectivement, donc 226, il va pas partir à l'acheteur. Le 227, si je modifie, lui, il part. Ouais. Après, on peut se dire, si je change mon compte, ça peut susciter une question de mon acheteur. Bon, ça, c'est comme ça. Mais voilà. Ouais, ouais. Non, mais très clair. Le troisième cas qui est décrit dans le document AFNOR, c'est le cas du distributeur dépositaire. Alors, je le liste parce qu'il est listé dans la norme, mais simplement pour le distinguer. Ça, c'est donc un tiers qui peut gérer la commande, la réception, la facturation, mais sans transfert de propriété. On l'a dit dès le départ, l'affacturage, c'est du transfert de propriété. Donc si j'ai, une entité à qui je délègue la facturation, par exemple, on n'est pas dans le même cas, donc il est là pour clarifier. On va en parler, on va le citer dans le cas numéro 9, mais il faut bien le distinguer, c'est pas la même chose. L'autre point qui peut être différent, c'est le cas de la centralisation de trésorerie. C'est le cas dans lequel un vendeur désigne un tiers bénéficiaire des paiements de ses factures de vente. Donc dans le cas où on a fait un pool de trésorerie, la différence là aussi, c'est qu'il n'y a pas de transfert de propriété. Donc on n'a pas de mention à facturage sur la facture. C'est le bloc bénéficiaire qui va changer. On va indiquer qui est le bénéficiaire. Éventuellement, le bloc coordonnées bancaires, si on veut mettre des coordonnées bancaires sur la facture, mais c'est tout. On n'a pas de mention, comme dans le tout premier cas, de facture à facturer. Donc, je répète bien parce que c'est important. On a un cas dans lequel on va préciser que la facture est à facturer. C'est l'affacturage classique et qui n'est pas confidentiel. Donc, quand je fais de l'affacturage classique et que ça ne me dérange pas que mon acheteur soit au courant, bah, j'ai un statut qui est prévu pour dire que la facture est à facturer et j'identifie le facteur dans le bloc bénéficiaire. Si jamais je ne souhaite pas que l'acheteur ait cette information, je vais utiliser un statut différent qui ne sera pas transmis à l'acheteur et je peux éventuellement modifier le compte bancaire si jamais je l'ai indiqué sur la facture d'origine et le bénéficiaire ne change pas, justement pour pas que mon acheteur soit prévenu. Et après, j'ai deux autres cas, le cas des distributeurs dépositaires et le cas de la centralisation de trésorerie, dans lesquels on n'est pas sur de la facturage. Ça peut avoir un impact sur le bénéficiaire. On va y revenir sur le cas numéro 9, mais on n'est pas dans la même situation, donc pas de statut à facturer. J'espère que là, à ce stade-là, les différentes typologies sont claires, mais n'hésitez pas à le dire si ce n'est pas le cas.
Donc, si on détaille maintenant, comment ça va se passer en pratique, en l'état de la norme AFNOR tel que c'est décrit dans les spécifications externes, on prend le premier cas. Cas, l'affacturage où dès le début, je sais que cette facture va être à facturer. Au moment où je fais ma facture de vente, je sais qu'il y a un affactureur derrière, qui va l'encaisser. Donc la question qui va se poser, la question essentielle, celle qui est l'obligation en fait, et qui pèse aussi sur la TVA exigible, c'est la notion d'encaissement de la facture. Vous savez que ce statut encaissé de la facture, ça fait partie, des 4 statuts qui sont obligatoires. Donc la question qui va se poser, c'est que là, j'ai quelqu'un qui va encaisser la facture, la factureur, et l'obligation, elle pèse sur moi. Donc il va falloir à un moment que la factureur m'informe, si je suis le vendeur, de l'encaissement de la facture pour que je puisse, moi, faire remonter ce statut sur le portail public, enfin, qui a ce rôle de centraliseur de données, de façon à ce que l'administration puisse en tirer les conséquences en termes de TVA. Donc ça, on en parlait juste avant, enfin, tu le disais Gilles, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a déjà cette information de la factureur au vendeur qui est faite. Là, elle sera toujours aussi importante. C'est toujours aussi important de savoir que l'acheteur a réglé la facture, mais il y a l'obligation de remonter à l'administration le statut encaissé. Le fait, pour le dire autrement, le fait que je fasse de la facturage, ça ne déplace pas l'obligation de remonter le statut encaissé sur la factureur. L'obligation, elle reste bien chez le vendeur, et donc il faut bien qu'il pense à remonter ce statut lorsque la factureur lui signale que la facture a été encaissée. Et on a d'ailleurs une question, qui complète un petit peu ce que tu viens de dire, c'est, est-ce que, la factureur est dans la boucle de la facture électronique? Ce qui est dans la boucle de la facture électronique. Alors, bah, justement, on va le voir tout à l'heure sur le schéma, et c'est aussi ce qu'on se disait quand on a préparé ça, Mmh. c'est non, il y est pas systématiquement, mais effectivement, il y a un angle mort pour la factureur. Il n'y a pas de statuts qui vont être transmis de façon automatique à ce stade. Pour autant, ce que tu disais, Gilles, c'est déjà le cas, cet angle mort, il existe déjà aujourd'hui. Donc ça vient pas résoudre l'angle Absolument. mort, mais ça vient pas l'aggraver non plus. En Donc fait, il je peut pense que et pour compléter, hein, ta réponse, je cette question, elle est liée au fait qu'on a ces statuts de facture, où on précise que c'est une facture, CD, mais c'est pas pour autant qu'il y a un flux qui a été prévu dans le schéma, communication PDP à PDP où ça routerait vers le facteur. En fait, on restera sur un traitement, relativement manuel comme aujourd'hui, en fait. voilà, exactement. Ce qui est dit toutefois dans la norme, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets parce que c'est vraiment une citation, extraite de la norme AFNOR. Donc ça, typiquement, ça fait partie des choses, qui vont se préciser, peut-être avec les versions prochaines des normes, ou aussi d'un point de vue fonctionnel avec les plateformes qui vont sans doute proposer des fonctionnalités dans ce sens-là. Mais en tout cas, en l'état, ce qui est écrit dans la norme, c'est: «Il pourrait être aussi envisageable que la factureur transmette directement le statut encaissé au portail public, donc à l'administration, pour le compte du vendeur, soit directement, soit à sa plateforme d'émission pour son compte, avec des droits de délégation. Donc là, ce que nous dit la norme, c'est qu'on peut envisager, vous voyez que c'est au conditionnel, hein, il pourrait être envisageable, on peut envisager un fonctionnel dans lequel la factureur remonte pour le compte du vendeur à l'administration le statut encaissé, ou le remonte via la plateforme du vendeur avec une logique de délégation de droits sur la plateforme du vendeur. Donc c'est envisageable. Là, il faudra attendre un petit peu pour voir en pratique si c'est proposé par les plateformes et quelle forme ça prend. Donc ça répond aussi à la question. Mais sinon, en l'absence de ce type de fonctionnalité, bah, l'information, elle se fera hors circuit, c'est ce que tu disais, sous la forme habituelle. Ouais, parce que là, en fait, je prends deux trois questions là qui sont pertinentes à intégrer là. C'est il y a Hervé qui demande si toutes les plateformes agréées sauront gérer ces complexités. Est-ce que c'est obligatoire? En fait, jusqu'alors, c'est pas très complexe ce qu'on est en train de montrer. C'est que des questions de statut, de facture finalement, des champs, Oui, de données. Il y a rien d'excessivement, non. compliqué, pour le coup. C'est, Non, 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 tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, c'est pas compliqué. Là, ce qu'on se dit, parce que j'ai passé un peu de temps à expliquer les catégories, mais si on tu as raison de le dire, si on schématise là, bah, en fait, ce qui est obligatoire, c'est de mettre dès le début le fait que la facture est à facturer et mettre l'identification de la factureur.
Donc c'est ça qui est obligatoire. Donc c'est quelque chose que je vais renseigner dès le début, que je vais gérer dans mon logiciel de facturation ou sur ma plateforme. Ça va dépendre des fonctionnalités de chacun. Mais effectivement, il n'y a rien de compliqué. Si je sais dès le début, je signale facture à facturer, je mets la dénomination sociale de la factureur et c'est réglé. Donc là, il y a pas de complexité. Mmh. On a Et juste une toute petite oui, je question, t'en prie. je voudrais qu'on la traite maintenant parce que le Basma demande si c'est la factureur qui paiera la TVA collectée. Alors, pas du tout, ça change, il y a fondamentalement rien qui change par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, La ouais, la la fac ouais. la factureur t'informera, enfin informera le vendeur du paiement, et toi tu déclareras ta TVA collectée comme aujourd'hui. En fait, c'est une transcription, numérique, j'allais dire, d'un schéma qui est déjà existant aujourd'hui. Honnêtement, ça le change pas beaucoup. C'est une forme un peu différente liée à la facture électronique, mais c'est le même principe. Donc j'inscris dès le début que cette facture est à facturer. Je mets la dénomination sociale de la factureur. Ce que nous dit la norme, c'est que je suis même pas obligé de mettre son sirène de la factureur dans les champs obligatoires de la facture électronique. Ce qui est obligatoire, c'est la dénomination sociale. Si un identifiant international, le LEI, donc c'est un identifiant mondial d'entreprise, je peux le porter. Le sirène, c'est recommandé. Mais en gros, je dois mettre la dénomination sociale de la factureur. Et et Si et d'ailleurs Oui, je t'en 2-3 prie. confrères se disent, ils ont raison, enfin d'ailleurs c'est un peu la réflexion qu'on se faisait avant le live, ils disent: «Mais pourquoi remplir ces informations si finalement, il est pas dans la boucle?» heu, Oui. c'est vrai que c'est assez étonnant. Ça Pour je trouve que c'est une vraie interrogation. Mais là, après cette information, pour le coup, elle sera transmise dans le cas, sauf dans le cas où c'est un facturage confidentiel. Mais Mmh. enfin, là, si je mets tout ça, c'est que je suis pas dans du confidentiel. Donc, en fait, l'acheteur en a connaissance. Donc, il sait qu'il y a un facturage et il a la dénomination sociale. Mmh. Donc là, il y a une info de l'acheteur. Les coordonnées bancaires, si je mets des coordonnées bancaires sur la facture, donc on a eu cet échange aussi en amont. Les coordonnées bancaires, c'est pas une mention obligatoire sur la facture électronique, hein. Mais si je décide de les mettre, puisque j'aurai cette possibilité, il faut bien penser à mettre les coordonnées de paiement de la factureur. Ce qui est prévu aussi, c'est un champ particulier, le champ BG1, qui permet d'indiquer qu'il y a une subrogation de la facture. Donc en résumé, ça a l'air technique parce qu'il y a des sigles, des numéros, et cetera, mais en résumé, dans un affacturage où dès le début, je sais qu'il va y avoir un facturage, ce que j'ai à faire, c'est juste signaler sur, les codes facture que cette facture est à facturer et indiquer la dénomination sociale de la factureur. C'est tout ce que j'ai à faire. Le schéma qui est dans la norme, c'est celui-ci. Ça permettra peut-être de voir plus clair. Et vous allez voir qu'en fait, on pourrait presque coller par-dessus le schéma sans facture électronique. On ne serait pas très très loin de ça, en fait, hein. C'est qu'il y a évidemment un contrat qui est fait entre la factureur, ici le tiers bénéficiaire, c'est la factureur, et le vendeur. Création de la facture. La facture est déposée par le vendeur sur sa plateforme, elle est reçue par l'acheteur. Donc jusque-là, c'est tout à fait classique. Si je continue, bah, l'acheteur traite la facture comme d'habitude sur sa plateforme. Les différents statuts obligatoires sont mis à jour. Vous le savez, il y a le statut déposé, rejeté, refusé, et cetera. Ces statuts sont réceptionnés par la facture. Tout ça, c'est par la plateforme du vendeur, pardon. Tout ça, c'est classique. Il n'y a rien de différent. Ce qui est différent, c'est ces petites flèches en pointillés qui vont chez la factureur pour dire transmission, partage de la facture, transmission, partage des statuts. Ça, en fait, c'est pas prévu de façon obligatoire via des plateformes. Mais comme aujourd'hui, je vais informer mon factureur, bah, de la même façon, je vais continuer à l'informer bah, sur le même principe. Donc, il n'y a pas là de transmission, c'est pour ça que les flèches sont en pointillés. Je n'ai pas de transmission qui est normée, obligatoire et qui se fait directement via la plateforme. Je dois le tenir au courant et il récupère l'information. Ce que dit la norme, c'est qu'il existe un statut paiement transmis qui ne fait pas partie des statuts obligatoires, qui est un statut optionnel. Et ce que recommande la norme, c'est dans ce cadre-là de demander à l'acheteur de renseigner ce statut paiement transmis, ce qui permettra de tracer le paiement et donc de remonter l'info plus facilement à la factureur. Mais c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Mais c'est sûr que si c'est prévu dans le process, bah, c'est plus simple d'informer le factureur si on a l'information qui remonte de façon automatique. Ce qui va se passer après, le 6A en bas, bah, c'est que la factureur va encaisser la facture au bout d'un moment.
il va informer le vendeur de l'encaissement de la facture. Donc là aussi, petite flèche en pointillé parce que on l'a vu, c'est pas forcément de façon numérique via les plateformes, de plateforme à plateforme que ça va se faire. Ça sera peut-être, selon la factureur, un mail, une notification, et cetera. Mais en tout cas, il faut que cette information se fasse pour que le vendeur puisse, lui, mettre à jour le statut encaissé sur sa plateforme et remonter l'information à l'administration. Donc voilà le principe. En gros, ça change pas énormément de choses. Le point important, on y reviendra dans la synthèse, c'est qu'il faut bien penser à mettre à jour le statut encaissé et ne pas se croire, exonéré de cette obligation parce qu'on a fait de la facturage de facture. Donc il faut bien suivre l'information de la factureur pour mettre à jour ce statut. Mmh. Donc ce schéma d'ailleurs répond à la question de Hervé qui me dit: «Est-ce que la factureur reçoit la facture?» Il la reçoit comme aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu les déposes, quand tu fais ta cession de créance aujourd'hui, tu déposes tes factures. Voilà, dans le schéma PDP à PD, enfin PA à PA, il n'est pas prévu, un petit détour, par la factureur qui recevrait automatiquement la facture. Exactement, exactement. Mais c'est vrai que c'est une info en soi. On aurait pu l'imaginer, donc c'est important de le clarifier. Je passe au cas numéro 9. Donc le cas numéro 9, c'est le cas, qu'on a évoqué d'un tiers qui gère la commande, la réception, pourquoi pas la facturation. Donc le distributeur, le dépositaire, mais sans cession de la créance. Donc ce cas-là, on va le traiter rapidement, puisqu'il n'y a pas d'affacturage au sens juridique du terme. On a commencé par poser le sujet d'un point de vue juridique, on n'est pas là-dedans. C'est de la gestion par entière, sans transfert de propriété. Il n'y a pas de subrogation au sens juridique. Donc on ne va pas mettre le code subrogation qu'on vient de voir, on ne va pas utiliser le code affacturage. La seule chose qu'on va faire, c'est utiliser le champ bénéficiaire pour indiquer le bénéficiaire de la facture à qui on a délégué ça. Mais on ne va pas cocher la case subrogation et on ne va pas mentionner que la facture est à facturer. Donc c'est juste le bénéficiaire qui va changer. Éventuellement les coordonnées de paiement, si jamais il y a des coordonnées de paiement qui sont mentionnées. Donc pas de mention subrogation et le schéma est exactement le même. C'est juste dans les codes que ça change. Donc celui-là, c'est très rapide. Encore une fois, on n'est pas sur de la facturage, mais il est cité dans les normes parce qu'il pourrait y avoir confusion. C'est vraiment que la facturage au sens strict, au sens juridique du terme, qui implique de mentionner que la facture est à facturer et qu'il y a eu subrogation. Cas numéro 10, le cas dans lequel je n'ai pas l'info au moment où je fais la facture. Donc là, je fais une facture de vente classique et après coup, je décide de faire de la facturage et de céder ma créance. Et Donc donc là, comment ça se ça passe? répondra à la question d'Alain qui posait exactement la question que tu t'apprêtes à Ah, traiter. OK. Voilà. Bon, bah, très bien. Merci Alain pour la transition. C'est parfait. Là-dessus, donc il y a différents codes qui sont prévus. On les a évoqués, rapidement en introduction pour poser le sujet, mais là, vous les avez. On a les codes à facturer, donc les numéros, bon, je ne vais pas m'attarder sur les numéros, c'est pas ça qui est le plus important, c'est plutôt le type de statut. J'ai le statut à facturer. Le statut à facturer qui me permet, comme dans le cas numéro 8 qu'on a vu, de signaler qu'une facture a été mise en affacturage. Bah, ça, il n'y a pas de problème avec ce statut, sauf si je n'ai pas envie que mon acheteur soit au courant. Donc, si jamais, pardon, mince. Si je fais de l'affacturage après coup et que ça ne me dérange pas que mon acheteur soit au courant, bah, je vais tout simplement mettre à jour la facture avec ce statut à facturer. Donc, l'information va remonter à l'acheteur qui va être au courant. Si par contre, je ne souhaite pas qu'il soit au courant, je ne vais pas utiliser le premier code, mais je vais utiliser le deuxième, qui permettra de tracer le fait que la facture est un affacturage sans information de l'acheteur. Il y a ensuite la question du changement de compte. Si jamais j'ai indiqué un compte bancaire sur ma facture à l'origine, là forcément, il faudra que je mette à jour ce statut pour mettre l'IBAN de la factureur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut évidemment poser des questions. Si vous êtes dans du confidentiel, il n'aura pas l'info officielle comme quoi c'était facturé, mais forcément, il va quand même recevoir une info de changement de compte bancaire si vous l'aviez mis sur la facture, encore une fois, hein, ce qui n'est pas une obligation. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y a une annulation d'affacturage. Alors, je l'ai mis là parce que c'est dans la norme. Il y a un compte spécifique qui est prévu si jamais on fait le schéma inverse. Donc concrètement, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais créer ma facture standard, puisqu'à ce stade-là, je ne sais pas encore qu'il y a de l'affacturage.
je la transmets via ma plateforme de façon classique. Vient après la décision de subrogation, c'est-à-dire que je décide de la mettre en affacturage. Si j'ai pas de souci avec le fait que l'acheteur soit au courant, ben, statut à facturer, qui va lui donner toutes les informations, la mention de la subrogation, l'identification du facteur et le cas échéant, si je souhaite le porter, les nouvelles coordonnées bancaires. Et ensuite, on va suivre le circuit qu'on a vu jusqu'alors. Et donc avec ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire l'encaissement qui va se faire par la factureur et le statut encaissement, gestion encaissement, c'est ce que ça veut dire, par le vendeur. Donc le schéma est celui-ci. En fait, on retrouve la même logique. La différence, c'est que le contrat n'intervient pas au tout début, mais il intervient après. Donc si je le détaille, mais c'est la même chose, hein, je crée ma facture, elle va sur la plateforme de l'acheteur, les premiers statuts sont mis à jour, je les reçois, je signe mon contrat avec mon affactureur, c'est la différence avec le premier cas qu'on a vu. Je mets à jour le statut de ma facture pour dire qu'elle a facturé et qu'il y a eu subrogation. L'acheteur a l'information, sauf à facturage confidentiel. Il reçoit ça. Les échanges se font avec mon affactureur. Je vais lui donner des informations sur la réception de la facture, etc., etc. Il est recommandé de dire à l'acheteur d'utiliser le statut paiement transmis pour que je puisse être informé directement sur ma plateforme et remonter tout de suite l'information à la factureur. Donc, encore une fois, le statut paiement transmis, c'est une recommandation, mais qui permet de tracer et de remonter plus facilement, d'éviter les oublis à la factureur ce statut. Et ensuite, de la même façon, l'encaissement de la facture qui se fait chez la factureur, il faut que la factureur me remonte l'info parce que je suis toujours responsable face à l'administration de la mise à jour du statut encaissé pour des raisons de TVA. Donc, fondamentalement, il n'y a pas de grosse différence avec tout à l'heure. La grosse différence, c'est le moment auquel intervient le contrat et donc l'obligation de mettre à jour la facture. C'est ça la différence. Dans le premier cas, la facture, dès le départ, elle part avec le statut à facturer. Dans ce cas-là, elle part de façon classique et je dois la mettre à jour avec le statut à facturer. Avec deux façons de la mettre à jour, confidentielle ou pas confidentielle, où il y a un code différent qui fait que l'info remonte à l'acheteur ou ne remonte pas à l'acheteur. Voilà. J'espère que c'est clair. Ouais, alors, Sinon, on a une enfin, petite, oui, 2-3 petites interventions. Donc sur ce cas d'usage numéro 10, oui, il faut donc modifier le statut, c'est ce que tu as expliqué, il faut modifier le statut, pardon. oui. Donc il faut trouver une plateforme agréée qui soit en capacité de gérer ce cas d'usage. Oui, tout à fait. Alors, ouais, ouais, exactement. C'est-à-dire que tout ça, si vous avez des clients qui sont dans ce cas-là, bah, c'est des questions à poser aux éditeurs de plateformes que vous allez considérer. Comment est-ce qu'ils ont prévu de traiter, vous pouvez être très spécifique, hein, comment est-ce qu'ils ont prévu de traiter les cas d'usage numéro 8, 9 et 10, ou surtout 8 et 10, dans le cadre de leur plateforme? Comment ça va se passer concrètement, avec quelle interface, quelles notifications, etc., etc. Il y a Hugues qui nous demande, enfin qui demande une précision un peu technique, c'est, donc je dois changer le statut de la facture dans la plateforme agréée, Oui. car je ne pense pas qu'on puisse renvoyer la facture modifiée. Alors c'est intéressant parce que finalement sa question, je pense que c'est: est-ce qu'on fait juste une modification de statut qui se met à jour partout ou est-ce que c'est un renvoi d'une facture? Alors ça, techniquement, je suis pas capable à ce jour de répondre à cette question. Dans la norme, c'est un changement de statut de facture. C'est un statut, donc c'est-à-dire que c'est géré par la plateforme, là, à ce stade-là. Donc je vais vous le remontrer, hein, mais voilà, on est sur des statuts de facture. Donc, c'est bien une information qui est posée sur la plateforme et qui remonte via les plateformes. Donc, je ne pense pas, c'est ma lecture de la norme AFNOR, après, on attendra de voir la pratique sur ces sujets, mais ma lecture, c'est que c'est une question de statut entre plateformes et qu'on n'est pas sur une mise à jour de la facture. Ouais, je partage, hein, pour le coup, Julien. Moi, c'est ce que Ok, je comprends aussi, hein. Ouais. oui, c'est bon, ok. Attends, il y en a une dernière, mais je crois qu'on vient d'y répondre. Alors je la lis en live du coup. Ok. Où indique-t-on les modifications de statut? Est-ce que c'est sur la plateforme agréée directement ou sur le logiciel de facture qui transmet à la plateforme agréée?
Non, alors les spécifications, enfin, tout ce qu'on se dit dans ce format expert de la factu, c'est issu d'une norme AFNOR qui décrit les cas d'usage et les échanges entre plateformes sur les flux de facturation. Donc, ce qu'on décrit là, c'est vraiment des échanges de statut entre plateformes. Après, est-ce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a la partie norme, il y a la partie fonctionnalité. Est-ce qu'un éditeur qui a aussi une plateforme ne va pas permettre dans un logiciel de facturation connecté à sa propre plateforme d'appuyer sur un bouton pour le signaler directement dans le logiciel de gestion? Peut-être, sans doute. Mais, Mmh. Bah, d'ailleurs, je peux raconter la petite anecdote que je racontais, quand on préparait. Lundi après-midi, j'étais en rendez-vous avec un intégrateur, donc une boîte de conseil en informatique qui, pour l'un de nos clients, alors le sujet était pas du tout la facturage, mais peu importe. Il se trouve que le RP de notre client n'a pas de plateforme agréée, n'a pas développé de plateforme agréée et en fait, il nous expliquait qu'ils allaient prendre, une autre plateforme agréée. Alors en l'occurrence, c'est marrant, mais je sais pas si c'est marrant, mais je facture, qu'ils allaient le coller, en bac de l'ERP, mais il m'expliquait que tout serait manipulable depuis le RP lui-même, le logiciel de facturation finalement pour reprendre la terminologie de Henri et que, l'utilisation de JeFacture serait totalement, invisible pour l'utilisateur, enfin l'entreprise en l'occurrence. Ouais, voilà. Donc, Tout va voilà. Donc, dépendre de la capacité de ton logiciel, enfin, quel est le degré d'intégration entre ton logiciel de facturation et la plateforme agréée qui est connectée. oui, tout à fait. Non, non, mais tout à fait. Il y a plein de choses qu'on décrit comme ça qui seront peut-être gérées d'un côté, de l'autre, ou de façon automatisée en fonction des fonctionnels de chacun. Ok, très bien. Alors, donc, ce qu'on se dit, si on résume, on essaie de résumer tout ça, parce qu'effectivement, on a donné beaucoup de choses, on a parlé de code statut, on a montré des schémas, etc. Si on résume, bah, du côté du vendeur, ce qui est important, si je sais dès le départ que ma facture va faire l'objet d'un affacturage, c'est d'identifier la factureur, il y a un champ spécifique, et d'indiquer que c'est une facture à facturer. Ce qui est important aussi, c'est de bien penser à transmettre le statut encaissé lorsque la factureur m'informe que la facture a été encaissée. Si cet affacturage a lieu après l'émission de la facture, eh bien, il va falloir mettre à jour le bénéficiaire, forcément. Donc, il y a aussi un changement de statut qui va se faire. Ça va informer l'acheteur, sauf dans le cadre d'un affacturage confidentiel où il y a un code de ce côté-là, un code confidentiel. Du côté de l'acheteur, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est-à-dire qu'il va recevoir, lorsqu'on l'informe de la facturage, qu'il y a un changement de bénéficiaire. Si on a mis des coordonnées bancaires et qu'on les modifie, il faut bien qu'il pense à mettre à jour ça. Et on lui recommande d'utiliser le statut paiement transmis pour que le vendeur ait l'information que le paiement a été transmis à la factureur. La factureur, de son côté, lui, son obligation, ce qui est vraiment important dans ce schéma-là, c'est d'informer le vendeur de l'encaissement pour que le vendeur puisse mettre à jour le statut encaissé de la facture et le remonter à l'administration. On sait que c'est quand même là le cœur du sujet pour des questions de TVA. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Comment est-ce qu'il remonte cette info? On l'a évoqué avec la petite citation de tout à l'heure qui est extraite de la norme. Il peut être envisagé que ça se fasse directement via des délégations de droits sur les plateformes. Sinon, ça peut se faire aussi hors circuit plateforme, une notification qui fait que le vendeur va mettre à jour son statut. Donc, en termes de points d'attention, ce que ça veut dire ça aussi concrètement, c'est qu'il va falloir, si vous avez des clients qui sont dans ce cas-là, se poser quelques questions. Est-ce qu'on est sur de la facturage classique ou confidentiel? Est-ce qu'on est bien sur de la facturage d'ailleurs? Est-ce que c'est pas plutôt de la centralisation de trésorerie ou une simple délégation de la facturation à quelqu'un? Juridiquement, sur quel dispositif est-ce qu'on est? Parce que ça va avoir, on l'a vu, une implication sur la façon dont on va gérer les statuts. Est-ce que la facturage se fait avant ou après? On voit que le travail n'est pas le même. C'est-à-dire que si j'ai l'info dès le début, je mets tout dès le départ, je ne reviens plus sur la facture. Si je ne l'ai pas, il va falloir faire une mise à jour. Donc, c'est important de comprendre comment ça fonctionne chez vos clients, quels sont les contrats qui sont en place, le process de transmission des informations. Est-ce qu'on a l'info de façon régulière, de façon fiable sur l'encaissement en provenance du facteur? Par quel biais pour pouvoir mettre à jour ce statut encaissé? Et c'est la question qui avait été posée, je crois que c'était Hervé. Est-ce que la plateforme que je vais recommander, est-ce que les outils que va utiliser mon client vont lui permettre de faire tout ça et le faire de façon la plus fluide possible et la plus automatisée possible?
Donc, bien penser à la mise à jour des codes, à la mention de subrogation, la mise à jour du bénéficiaire, le statut de 126 qui n'est pas transmis, l'information du factor à distinguer. C'est de la redite, mais c'est pour synthétiser, hein. Et s'il y a une subrogation post-émission, bien suivre les statuts. Et ce qui est important là, c'est le partage d'infos avec la factureur. Donc, en résumé, la gestion du statut encaissé qui est clé, elle reste à la charge du vendeur. Ça a un impact sur l'encaissement. Il faut le droit et délégation, ça va être un sujet. C'est cette fameuse citation de l'AFNOR à suivre, hein. C'est-à-dire qu'évidemment, si j'ai la possibilité d'ouvrir une délégation de droit sur ma plateforme d'émission à la factureur, ça évite cette phase de info puis remonter du statut. On peut imaginer, ou on pourrait envisager, pour reprendre les termes de la norme, que ça se fasse de façon automatisée. Donc ça sera un sujet à suivre, parce que si vous avez des clients qui ont des gros volumes, là-dedans, si cette étape, on peut la enlever, c'est pas plus mal. Et la question de la traçabilité, la mise à jour des statuts, elle permet bien de suivre chaque étape. Et donc là, l'encouragement, c'est de dire à l'acheteur d'utiliser le statut paiement transmis lorsqu'il envoie son paiement, de façon à ce qu'on puisse suivre toutes les étapes et que ça soit le plus transparent possible pour tout le monde. Ouais, Voilà ce qu'on peut dire. sachant que c'est un statut facultatif. C'est un statut facultatif, tout à fait. Mmh. Ça évite, en fait, ça permet d'avoir une info fiable et claire, mais c'est un statut complètement facultatif. Et alors, du coup, il y a 2-3 questions qui sont arrivées, et il y en a une que je vais te glisser de suite parce que, elle répond au bloc, 1, la gestion du statut encaissé. Oui. Donc Alain demande si la notion d'encaissement, est bien limitée aux prestations de services, c'est-à-dire aux TVA exigibles sur les paiements. Oui, alors, aux prestations de services ou oui, voilà, c'est-à-dire à la TVA sur les encaissements. On pourrait Oui, plutôt le dire comme ça, voilà. absolument. Parce qu'il y a le sujet des factures d'acompte, mais ouais, la TVA sur les encaissements. Effectivement, l'affacturage ne change pas du tout les règles de remontée de ces statuts. Ça change pas ces règles qui sont valables pour tous les cas, hein. Mmh. Donc effectivement, on peut le répéter. Non, mais c'est très bien, je ne l'ai pas dit et j'aurais peut-être dû le dire au début. C'est un rappel, le statut encaissé, il s'applique aux cas dans lesquels on a de la TVA sur les encaissements. Puisque le but de tout ça, c'est que l'administration puisse déterminer l'exigibilité de la TVA. Mmh. Donc ça, c'est vrai de façon absolue. C'est vrai aussi dans ce cas-là. Ça ne change pas cette obligation. Ouais, donc si je suis sur, de la vente de la livraison de biens, et que je factorise des factures, il y a pas cette obligation de déclarer le statut encaissé ne s'applique pas. Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. L'affacturage ne crée pas une obligation Non, déclarative complémentaire. il rajoute aucune obligation de ce point de vue-là. Non, non. OK. OK. Il y a encore 2-3 questions. Alors il y a Christine qui nous demande si la mise à jour des statuts, de facture se fait au jour le jour, ou est-ce que c'est par, décade, semaine, voilà. Non, c'est du flux. Il y a pas de délai déclaratif pour la mise à jour des statuts. Il y a un événement, ça doit déclencher une mise à jour de Mmh. statut. Donc tu es Il n'y a dans pas ton de délai. logiciel, tu changes le statut, bim, ça part de suite chez, Voilà. chez, C'est pas tous les chez 21 du mois ou ce genre de choses. Vincent qui nous pose une question, alors est-ce que la cession de la créance change le timing des obligations déclaratives pour les TPE, à savoir 1er septembre 2026 plutôt que 1er septembre 2027? Donc je pense que tu parles en émission et j'imagine que la réponse est non, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Non, 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 il y a pas de lien entre il y a aucun impact sur le calendrier. Mmh. C'est vraiment quand je suis soumis à l'obligation, voilà comment je dois la gérer, mais ça change pas le moment où je suis soumis à l'obligation. Mmh. Ah, il y a Mathias qui nous dit, il y a attention, il y a de la TVA sur les acomptes, y compris sur les ventes de livraison de biens. Oui, bien sûr, tu as absolument raison. Dans ce cas-là, il faut gérer le statut encaissé. Je Oui. précise quand même que les factors n'acceptent pas les factures d'acompte. Donc on ne se retrouverait pas dans ce cas de figure-là, Oui, voilà. d'accord. Oui, Mais OK. Oui. mais effectivement, dans un cas classique de facturation électronique, il y a lieu de gérer le statut encaissé sur une facture d'acompte, y compris en livraison de biens. Tu as parfaitement raison de le préciser, Mathias. Sur les plateformes agréées, les statuts de paiement sont-ils obligatoires? Alors sur les statuts, ça dépend ce qu'on appelle paiement, c'est-à-dire le statut, enfin, je vais le remontrer, peut-être ce sera plus clair. Hop, si je prends par exemple, ce cas-là, paiement, ça peut être 2 choses. Ça peut être le statut, le 5B que vous voyez ici, le statut paiement transmis qui est émis par l'acheteur au moment où il fait son paiement. Ça, c'est un statut qui n'est pas obligatoire. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'il
il est recommandé de dire à l'acheteur de l'utiliser parce que ça va permettre dans tout ça de tracer et d'avoir l'information que son acheteur a réglé la facture. Mais ça, c'est pas du tout obligatoire. Il y a le paiement, par contre, donne lieu à un statut obligatoire qui est le statut encaissement. Mais le statut encaissement, il repose pas sur l'acheteur, il repose sur le vendeur. Et c'est ça toute la petite complexité que crée la facturage, c'est que c'est le vendeur qui doit dire que la facture a été encaissée. Ça, c'est obligatoire. Et il doit le faire à partir d'une info que doit lui donner la factureur. Côté client, côté payeur, il n'y a aucun statut obligatoire. Le statut Non. existe, donc de déclarer que tu as payé la facture, mais il est facultatif. Exactement. Donc, voilà. Et côté fournisseur, côté émetteur de la facture, il Oui. n'est obligatoire que dans le cas où tu es sur une TVA exigible aux encaissements. Exactement, c'est ça. Tu as parfaitement résumé. Alors Françoise repose la question du calendrier de mise à jour des statuts. Donc les mises à jour ne sont-elles pas obligatoires tous les 10 jours? Donc je pense que là, Françoise, Ouais. je pense que tu fais référence au e-reporting, qui est totalement autre chose, Oui. qui effectivement, a priori, doit être par décade, mais on l'évoquait la dernière fois, peut-être finalement ce serait mensuel. Je ne sais pas s'il y a eu plus d'annonces d'ailleurs là-dessus. Non. Mais le e-reporting, c'est une déclaration vis-à-vis de l'administration fiscale. Les statuts, c'est du flux. Comme disait Julien, c'est le bon mot, c'est du flux. C'est-à-dire que dès que tu mets à jour, ça part chez le client en l'occurrence. Oui. On peut le comparer à des échanges EDI un petit peu. Enfin, c'est un peu, j'envoie une info qui arrive sur une plateforme et qui est reçue. Il y a des échanges entre plateformes. Faut quand même respecter le cas respecter, je pense, le cas du e-reporting de paiement. Oui. Mais ça, c'est autre chose que la mise à jour du statut. Oui, ça change rien à tout ça en fait. Vraiment, ça change rien à tout le cadre de la facture électronique, ni au calendrier, ni aux obligations, ni à tout ça. Ce que ça change juste, si vraiment on doit résumer, ce que ça change juste, c'est cette mention de facture à facturer, de changement de bénéficiaire et de notion de subrogation que je dois porter. C'est vraiment ça que ça change. Soit je le fais en amont, soit je le fais pendant le process selon quand j'ai décidé. Et j'utilise éventuellement le statut confidentiel si je veux pas que mon acheteur le sache. C'est vraiment les seuls points qui changent par rapport à un schéma classique. Tout le reste ne bouge pas. Voilà. Et donc, alors, il y a une question qui est précisée que je comprends peut-être un peu mieux maintenant, effectivement. Mais si on met pas à jour le statut encaissé, parce qu'on a dit, il n'y a pas forcément l'histoire de tous les 10 jours, etc. Si on met pas à jour le statut encaissé, la TVA ne sera pas à jour. Alors, effectivement, il faut mettre à jour le statut encaissé avant l'échéance du e-reporting des paiements. Ah oui, oui. A priori, il devrait être le 10 du mois suivant, si ma mémoire est bonne. Oui, de toute façon, le statut encaissé, je suis censé le mettre à jour quand j'ai mon encaissement. Donc, et après, en pratique, lorsqu'on voit chez les fournisseurs de plateformes, il va y avoir beaucoup d'automatisation là-dedans. Là, la difficulté, c'est que l'information, elle est à l'extérieur de mon entreprise. Mais sur la plupart des factures qui ne sont pas facturées, ça va être du rapprochement automatique entre des encaissements bancaires et des factures de vente. Donc, ça va se faire de façon assez automatisée avec la plupart des solutions. Voilà. Donc Basma nous dit, pour moi, le cycle de vie de la facture est obligatoire sur les plateformes agréées, c'est-à-dire qu'on doit dire quand est-ce qu'elle est payée, est-ce qu'elle est en litige, etc., que ce soit bien ou service. Mais Non. en fait, Vas-y, il y a un certain nombre de statuts qui sont prévus, tu as raison, donc litige, payé, en attente, etc. Mais la plupart de ces statuts, en fait, sont facultatifs. C'est-à-dire que les seuls statuts obligatoires de mémoire, et Julien, tu compléteras si je dis une ânnerie, c'est le rejet de la facture par la plateforme agréée. Je crois son refus. Voilà. Et si on est sur de la TVA exigible à l'encaissement, son encaissement, et pas son paiement, son encaissement. C'est les seuls statuts obligatoires de mémoire. Hein. Et le dépôt, il y a juste le premier, mais qui est un statut automatique, qui est le dépôt sur la plateforme. Donc c'est au tout début, quand elle est déposée, la plateforme signale qu'elle a été déposée. Mais c'est ces quatre-là. Ouais. Tous les autres sont facultatifs. C'est-à-dire que si l'entreprise décide de ne pas gérer dans le détail le cycle de vie de statut sur la plateforme agréée, elle a le droit de ne pas le faire. Exactement. Sur l'infographie qu'on voit souvent sur les statuts, c'est matérialisé par des petites billes vertes et des petites billes jaunes. Enfin, si vous reprenez ce schéma qu'on a dû diffuser dans les ateliers de la Transfo, je pense, vous le verrez. Il y a vraiment 4 statuts obligatoires, tout le reste c'est du facultatif.
Tac. Je regarde rapidement si j'ai zappé des questions. Alors, alors ça va peut-être rétropédaler sur une des slides que j'ai pas en tête, mais Christine nous demandait si les codes type 225 ou BT sont saisis, où est-ce qu'ils sont saisis et à quelle fréquence? Donc ça, on l'a dit, où est-ce que c'est saisi sur la plateforme agréée Oui, et à quelle fréquence? Bah, pour le moment, on y a répondu, c'est du flux, c'est-à-dire que quand l'événement se produit, c'est-à-dire que le 225 et les 226, c'est l'affacturage. Alors, je suis en train d'essayer de retrouver la slide sur laquelle je les ai mis. C'est la mention de l'affacturage, classique ou confidentiel. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça, bah, c'est au moment où vous allez signer votre contrat d'affacturage ou dire bah, cette facture, je la mets en affacturage, qu'il faut que vous retourniez mettre à jour le statut de la facture pour traduire ce changement juridique. En fait. Yes. Et là, j'ai pas de délai. Enfin, c'est pas avant le 10 du mois suivant ou ce genre de choses. Et au fil L'événement a lieu, je le traduis sur la plateforme de facture électronique. Il y avait plusieurs questions sur le support, donc je pense que comme d'hab, il vous sera transmis. Oui, Je bien ne sais sûr. pas si Ouais. Claire est connectée, mais de mémoire, on vous le transmet systématiquement à la fin de la diffusion, donc pas de panique, vous l'aurez. Écoute, j'ai l'impression qu'on a traité le flux de questions, parce que ça a l'air de s'apaiser. Eh bien... Le format de 45 minutes, ça confirme que c'est ce qu'il faut. C'est ce Ah, qu'il faut. Imen nous dit que la dernière fois, le support n'a pas été transmis. Alors, Imen, tu as qu'à m'envoyer un message. Si tu as mon numéro ou sur LinkedIn, tu m'envoies un message, on va te l'envoyer. Pas de souci. Du coup, on peut peut-être avancer sur la conclusion et Oui, notamment le calendrier. le calendrier, parfait. Le voilà. Donc, Ouais, on se oui, retrouve vas-y. le 27 novembre pour un nouveau format de 45 minutes sur la gestion des factures multi-acteurs. Oui. Donc, ce sera l'épisode 4. Et après, on se retrouve en 2026, le 8 janvier, sur le secteur du transport et de la logistique. Ça, ce sont les deux formats, expert de la facture, totalement live, 45 minutes, comme ce matin. Et le 3 décembre, il y a un atelier de la transformation. Donc là, vous savez que c'est un format un peu plus long, d'1h30, en hybride, soit présentiel aux 50 rue de Londres, soit distanciel, où tu évoqueras, Julien, analyser et transformer les flux du cabinet. Donc là, on Oui, est sur des ateliers plus stratégiques, management, gestion du cabinet et moins pratico-pratique, je dirais, ou en tout cas moins technique. Voilà, donc notez bien ces dates. Les inscriptions sont évidemment ouvertes, hein, et on vous attend nombreux sur ces différents événements. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de calendrier, tu m'indiquais avant de lancer le live que tu avais eu l'information que les cas d'usage seraient mis à jour. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un ah petit oui, oui, effectivement, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Il y a eu donc il y a une publication sur la mise à jour des spécifications de la partie portail public. Alors, je continue à dire portail public, mais on sait que le portail public ne fait plus de facturation. Mais sur cette partie-là, donc il y a une mise à jour. Et Cyril Sotro, qui est le patron du Forum national de la facture électronique, a expliqué qu'il fallait attendre dans la semaine d'après une mise à jour des spécifications externes, donc celles qu'on commente à chaque fois. Donc il se peut qu'il y ait de nouveaux cas d'usage qui arrivent ou qu'il y ait des précisions qui soient apportées. Évidemment, on suit ça et les prochains experts de la facture les intégreront, ça va sans dire. Avec grand plaisir. Ça nous fera encore un peu plus de contenu à traiter. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Julien. Voilà, je vois que le chat se clôture, donc on va pouvoir terminer là-dessus. Merci beaucoup pour ton intervention, c'était très clair. Avec plaisir. Et puis, comme d'hab, on se retrouve sur ces prochains événements qui sont à l'écran. Il y a la newsletter de la Factu qui Oui. part à fréquence régulière avec des informations complémentaires dedans. N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes s'il y a des sujets qu'on n'a pas évoqués, qu'on n'a pas planifiés, hein. On a pu passer à côté de thématiques, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et Julien, encore merci. Puis je te dis à très bientôt. Merci à toi, Gilles. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Merci, à plus.